Voici ici la synthèse des missions du Cosmos, du Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, et sa contribution aux grandes missions des armées, en particulier celle de l'armée de l'air. Toutes s'inscrivent dans l'article 1441D du Code de la Défense, qui dit, comme l'a dit Madame la directrice, de surveiller l'espace exo-atmosphérique, d'y évaluer et déceler la menace, de fournir aux autorités les éléments de décision qui leur sont nécessaires, et enfin de participer à l'alerte aux populations en cas de danger spatial inopiné. C'est le cadre légal dans lequel nous nous inscrivons. Mais concernant les grandes missions, si vous voyez sur la slide ici, en termes de connaissance et d'anticipation, nous participons à l'évaluation de la menace, particulièrement sur les capacités spatiales étrangères, et donc nous participons directement à l'autoprotection des forces qui sont déployées. En termes de protection, donc c'est l'application du volet interministériel de l'article 1441D, en complément de la préservation du potentiel spatial déjà déployé. Pardon. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi au-delà, participer à la dissuasion d'une façon indirecte, en par exemple discriminant la nature des activités des lancements nord-coréens. Comme il a été rappelé à l'instant par Madame la directrice, c'est un sujet de préoccupation majeure aujourd'hui. Or, le lancement spatial est une activité légale au titre de la loi de 1967. Et d'un autre côté, l'ONU a pris des résolutions contre la Corée du Nord en cas de tentative de tir balistique. Or, la fusée et le missile balistique, technologiquement, ce sont deux objets très proches. Et donc, la tentation est grande de faire passer l'un pour l'autre. C'est là que Cosmos a une plus-value certaine en termes de discrimination et d'attribution des responsabilités. Et enfin, en termes de soutien aux interventions, on le verra un peu plus tard dans les diapositives suivantes, l'apport de Cosmos, c'est une maîtrise des conditions d'emploi de la force et une optimisation du potentiel spatial allié. Donc, à ce stade-là, synthétiquement, on pourrait dire que les trois grandes missions de Cosmos, c'est établir la situation spatiale, appuyer les opérations et protéger le territoire national. Pour vous fixer une idée des volumes que ça représente en termes d'activité opérationnelle, eh bien, vous noterez qu'il y a eu une trentaine d'événements spatiaux l'an passé qui ont toutes nécessité que nous armions des cellules de crise qui fonctionnent 24 heures sur 24 au rythme de l'événement spatial. C'est autant des risques de collision entre nos satellites de défense et des corps étrangers, débris, satellites, corps de fusée, etc., tout ce qui peut être rémanent dans l'espace. Mais c'est aussi une petite quinzaine d'objets suffisamment massifs pour pouvoir être d'intérêt en termes de protection des populations. Et donc, une quinzaine de rentrées atmosphériques potentiellement à risque. Notre travail est là d'évaluer le risque, la nature du risque, et de suivre, anticiper, suivre, jusqu'à la fin, cet événement spatial de rentrée. L'autre aspect intéressant, c'est sur la partie purement militaire de l'activité du Cosmos. C'est les quelques pourcents d'objets qui ne sont connus que de Cosmos grâce à l'apport du système Grave, c'est-à-dire environ 2% du catalogue qui sont des inconnus avérés, des objets qui sont là, sur lesquels personne ne communique et dont nous avons la connaissance uniquement grâce à l'exploitation du système Grave. Ce sont, pardonnez-moi l'analogie, des sous-marins spatiaux, des objets qui, par nature ou par mission, doivent rester discrets. Et donc, ils fondent un intérêt militaire certain. Suivante. Pour aller un petit peu plus loin dans la description du fonctionnement du Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, je dirais que notre analyse se focalise selon 4 axes. D'une part, dans l'ordre d'apparition ici, l'analyse de la circulation spatiale, comment chacun des objets va évoluer par rapport au reste de la population en orbite, les opérations spatiales et les événements spatiaux en second item. Par opération spatiale, on entend
le lancement, l'injection sur l'orbite de travail, la mise en service opérationnelle d'un satellite, sa vie en orbite, régénération de l'orbite idéale, manœuvre d'évitement, que sais-je encore, le retrait de vie opérationnelle, la fin de mise en service, la déorbitation, qui est une phase particulière, et enfin la rentrée atmosphérique finale. Chacun de ces steps, chacune de ces étapes crée et génère dans Cosmos un certain nombre de processus opérationnels qui vont nécessiter l'orientation de capteurs, nécessiter la validation au niveau des opérateurs et pouvoir avoir la maîtrise, la pleine maîtrise de la situation telle que nous la décrivons en France. Le troisième niveau, c'est l'aspect purement militaire de l'activité spatiale, c'est-à-dire la connaissance des capteurs embarqués et l'évaluation de la menace de captation du renseignement que chacun des satellites fait peser sur nos activités militaires au sol, en l'air, en mer, etc., etc. Et l'ensemble de cette situation spatiale objet s'inscrit dans un certain environnement qui s'appelle la météorologie de l'espace, qui n'a rien à voir avec la météorologie classique, qui n'est pas vraiment pour nous militaires d'intérêt spatial, mais plutôt d'intérêt électromagnétique, parce qu'elle va influer sur la qualité des transmissions. Et donc on verra un tout petit peu plus tard à quoi peut servir Cosmos, quelle est la plus-value du Cosmos dans cette situation-là. Et donc, au centre, synthétiquement, nous évaluons, nous construisons la situation spatiale tactique, la situation spatiale renseignée, qui va permettre ensuite d'adresser aux forces, d'adresser aux organismes décisionnels un certain nombre de produits à valeur ajoutée, comme par exemple le premier niveau, ça va être l'avis de survol et donc le risque de captation du renseignement. L'intégration du fait spatial dans les opérations, c'est l'objectif final de notre appui aux opérations. C'est-à-dire qu'ici, sur ce chronogramme générique d'une opération aérienne individuelle, vous voyez systématiquement porter ce que l'espace apporte comme service en soutien aux opérations. Et à la base, l'ensemble des produits, l'ensemble des activités, les domaines dans lesquels Cosmos va lui-même apporter un soutien, une meilleure connaissance pour une meilleure maîtrise de ses services. Donc ça va être d'un côté la partie, je dirais, survol des satellites, la partie connaissance des orbites et donc la garantie d'une part de la discrétion de nos opérations et le meilleur emploi des satellites de la défense nationale ou ceux qui nous sont accessibles à travers les coopérations. Ça va être aussi l'évaluation des services rendus par les satellites en question, parce que ce n'est pas parce qu'il est présent qu'il peut être disponible, et donc en particulier dans le cadre de la maîtrise de l'emploi de la force, nous évaluons le risque qu'on prend à utiliser une bombe guidée GPS, un missile guidé sur coordonnées GPS, à un moment et à un endroit donné. Ça se matérialise par des niveaux qui sont directement lisibles au niveau opérationnel pour une meilleure intégration et une meilleure planification. Et enfin, donc toujours cette partie environnementale qui va nous permettre de mieux connaître et garantir que l'ordre, et plus important peut-être encore le contre-ordre éventuel, va aboutir à coup sûr à son destinataire afin d'orienter l'action, voire l'arrêter, et donc pousser la décision de niveau politique. Suivante. Un petit focus sur la partie météorologie de l'espace, non pas pour vous emmener dans un monde complètement étrange, où on voit le Soleil sous différentes longueurs d'onde parce que ça nous amène différents niveaux d'information, mais tout simplement pour souligner le côté novateur, voire innovant, des missions de surveillance de l'espace. Le système qu'on appelle le fédérateur de données de météorologie de l'espace est un système qui transforme ces données brutes de niveau scientifique en autant de données directement exploitables au niveau des opérationnels. C'est-à-dire que la France a été le pays qui a été le plus loin aujourd'hui en Europe dans la transformation et dans, je dirais, la déclinaison des événements spatiaux, des événements solaires,
en notant de risques qui sont pris par les opérationnels à utiliser quand même le service spatial, à utiliser quand même la gamme de fréquences particulière du spectre électromagnétique qui risque d'être impacté. Donc nous générons des alertes en temps réel et nous estimons des tendances, des risques d'occurrence pour les 2 à 3 journées à venir. Concernant la partie protection des populations, notre travail se situe dans un cadre tripartite avec en particulier le Centre national des études spatiales et la Direction générale pour l'armement, avec qui nous coopérons et nous échangeons de la donnée, de l'expertise pour pouvoir générer ce qui se matérialise sous la forme d'une carte nantie d'une orbite et d'un point probable de rentrée, afin de pouvoir déterminer si le territoire national risque d'être impacté ou non. Cas particulier actualité, la station spatiale chinoise est déjà sous surveillance, bien que sa rentrée finale soit estimée aux environs de janvier-février aujourd'hui. Et donc notre travail, ça sera de nous assurer que le territoire national ne risque pas d'être impacté. Suivante, s'il vous plaît. En termes d'événements spatiaux relativement récents, je n'ai pas utilisé les plus récents pour des raisons de confidentialité, mais des choses qui puissent être facilement divulgables. Voici la réalité de la situation spatiale, voici la réalité des opérations spatiales aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2005, oui, on voit des satellites qui ne sont pas officiels. On voit des satellites qui n'ont pas été détectés ou qui n'ont pas été rendus publics. Nous caractérisons l'activité spatiale entre les essais de lancement et les essais de tir balistique, non seulement aujourd'hui pour les Nord-Coréens, mais précédemment aussi concernant les Iraniens, dans les années 2007-2009. On a fait face à des agressions physiques. Les Chinois ont fait des tirs, ont réussi des tirs de missiles antisatellites à relativement basse altitude. Pour moi, basse altitude, c'est environ 800 km d'altitude, donc tout est relatif, auquel les Américains ont répondu l'année suivante, à 100 km d'altitude, pour des raisons de meilleure connaissance et meilleure prise en compte des risques de pollution des orbites opérationnelles. C'est aussi les manœuvres d'anti-collision qui se déroulent plus ou moins bien. En l'occurrence, l'accident spatial qui a eu lieu entre Iridium 33 et Cosmos 2251. Donc là aussi, aux environs de 800 km d'altitude, 2 objets qui étaient censés ne faire que se croiser, une mauvaise analyse de la situation spatiale, une probable correction de la part d'un des 2 opérateurs et pas des 2, et finalement un accident provoqué. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous commençons à devoir éviter les débris qui ont été générés par cet accident spatial, comme par la destruction du Fengyong 1C par le tir chinois. Et enfin et surtout, une multiplication des activités suspectes. J'entends par là des satellites qui devraient être géostationnaires et dont on voit qu'ils ne le sont pas, l'apparition de drones spatiaux comme le X-37B américain, des manœuvres de rendez-vous sur des satellites non coopérants menés par la Chine, les États-Unis, la Russie, afin de pouvoir montrer qu'une logique de ravitaillement dans l'espace est possible, mais qui dit ravitaillement dans l'espace dit que potentiellement on peut faire le même service, enfin, à contrario, on peut dégrader le service d'un satellite cible. Et donc, notre travail là-dessus, ça va être essentiellement d'analyser, je dirais, la nature accidentelle, provoquée ou naturelle de l'événement spatial, afin de pouvoir alimenter derrière toute la chaîne qui est plus décisionnelle et politique.